L'addiction alimentaire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on parle de l'addiction au sucre? Mais ça existe vraiment, ça? C'est une maladie? Est-ce qu'on peut en guérir? Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de l'addiction alimentaire, dont la fameuse addiction au sucre qui fait beaucoup parler. Et forcément, la première question qu'on se pose, c'est existe-t-elle vraiment, cette addiction? Donc cette vidéo va suivre un plan où, dans un premier temps, on s'intéressera à ce fameux débat, addiction au sucre, addiction alimentaire, mythe ou réalité. Ensuite, on s'intéressera au fonctionnement d'une addiction et donc plus précisément au fonctionnement de l'addiction alimentaire pour ensuite aller déterminer les causes de cette addiction. Et enfin, on essaiera d'en dégager des axes d'évolution, voire de guérison à la fin de cette vidéo. Alors l'addiction alimentaire, mythe ou réalité? Parce qu'entre ceux qui disent qu'elle existe vraiment, que eux, ils la vivent, qu'ils ne peuvent pas se passer d'un aliment en particulier ou d'un groupe d'aliments gras, d'aliments sucrés, ceux qui témoignent réellement en souffrir et qui disent qu'il faut le vivre pour le comprendre, ceux qui affirment aussi avoir vaincu une addiction alimentaire et partagent donc leurs conseils, et puis d'un autre côté, ceux qui affirment que l'addiction au sucre, par exemple, n'existe pas, que c'est un mythe, qu'on ne se prostitue pas pour du sucre, qu'il s'agit d'autre chose que d'une addiction, que ça n'a pas été prouvé. Il y a de quoi être un petit peu perdu. Et effectivement, le diagnostic à ce jour n'a pas été officiellement reconnu. D'ailleurs, si on regarde dans le DSM-5, qui est le manuel de diagnostic des troubles mentaux, on se rend compte que cette addiction alimentaire et cette addiction au sucre également, ne sont pas répertoriées. Allons donc faire un petit tour vers les expériences scientifiques. La plus connue concerne l'addiction au sucre avec une expérience réalisée sur des rats en laboratoire qui avaient le choix entre de la cocaïne et du sucre et qui manifestement se sont retournés vers le sucre. Forcément, quand on analyse les résultats, on se dit « Waouh, le sucre serait donc plus addictif que la cocaïne ». C'est quand même assez impressionnant. Sauf qu'il y a un biais, c'est que durant cette expérience, les rats auraient été privés de nourriture quelques heures avant de pouvoir faire ce choix entre la cocaïne et le sucre, ce qui laisserait plutôt penser à une restriction énergétique qui aurait poussé à cette consommation de sucre. Une privation donc qui aurait entraîné une compulsion alimentaire et non une addiction à la substance pure. Alors comment expliquer que certains centres d'addictologie commencent à prendre en charge les addictions alimentaires si celles-ci n'existent pas? Je suis donc allée poser la question directement au docteur Alex Agnan, qui est un psychiatre d'ailleurs connu sur YouTube à travers la chaîne Fou de Normandie, dont je vous mets bien évidemment le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer ce docteur que d'ailleurs je remercie, et voici ce qu'il a répondu. On a des données scientifiques extrêmement claires qui montrent que certains aliments, et notamment certaines associations d'aliments comme le sucre et le gras mélangés ensemble dans des produits ultra transformés, augmentent beaucoup le risque de créer une addiction et stimulent énormément ce qu'on appelle nous le circuit de la récompense, c'est-à-dire en gros la machine comment dirais-je, à plaisir quelque part, à dopamine, et donc finalement va créer une sorte de renforcement progressif qui va vous amener à toujours vouloir un truc qui vous fait plaisir, que vous aimez bien finalement. Parce que quand vous le prenez, immédiatement, vous avez un sentiment de plaisir et de bien-être. Et donc, forcément, si vous avez une biologie qui est favorable aux addictions, quelle qu'elle soit, eh bien, vous êtes beaucoup plus à risque, finalement, de tomber dans une dépendance à ce plaisir qui est la nourriture voilà, qui mélange sucre et gras. Alors ce ne serait pas seulement le sucre qui serait addictogène, mais aussi et surtout le mélange gras-sucre. Et tout ceci en lien avec le système de récompense. Allons voir ça de plus près. Regardons déjà comment fonctionne le système de récompense chez tout le monde sans parler d'addiction. Le système de récompense, ça se passe au niveau de notre cerveau, où nous avons des neurones et des neurotransmetteurs qui font passer l'information d'un neurone à un autre. Parmi ces neurones, il y a la dopamine qui y joue un rôle apparemment essentiel. En effet, c'est elle qui prédit les récompenses, c'est-à-dire le fait d'anticiper, de penser à ce qui nous ferait envie. Et c'est elle aussi qui renforce nos actions qu'on met en place dans le but d'obtenir une récompense. En gros, vous ouvrez le placard en vous disant « des gâteaux ». Votre cerveau libère de la dopamine, vous mangez le gâteau, c'est la récompense. C'était bon ? Alors votre cerveau mémorise en faisant un renforcement positif, c'est-à-dire un apprentissage de cette expérience
plutôt agréable qu'il voudra volontiers recommencer. Donc en gros, on aime, on s'en souvient et on veut recommencer. Alors à quel moment est-ce qu'on devient réellement addict? Parce que vous conviendrez qu'il y a quand même une différence entre manger un carré de chocolat, peut-être 2, voire toute la tablette entière, et manger 3 tablettes de chocolat tous les jours. Alors quelle est la limite à ne pas franchir pour ne pas tomber dans l'addiction? Pour répondre à cette question, voyons voir ce qu'est l'addiction. D'après Salah El-Mestikaoui, qui est un neurobiologiste spécialisé dans les addictions, une addiction se définit par un comportement compulsif de recherche d'une drogue ou d'un comportement, malgré les conséquences négatives, après plusieurs tentatives pour essayer d'arrêter, ainsi que des échecs. En gros, manger toute la tablette de chocolat ne fait pas forcément de vous des addicts, ça fait de vous des gourmands. Du coup, on voit qu'on ne s'intéresse pas tant que ça finalement à la quantité ou à la fréquence, on s'y intéresse quand même, mais l'accent est plutôt mis sur les conséquences négatives. D'ailleurs, voici ce que le docteur dit à ce sujet. La première bouffée de cigarette, la première bouffée de cannabis, elle est déjà pathologique. La première. Il n'y a pas besoin d'attendre 10, il n'y a pas besoin de fumer un joint pendant 10 ans. La première bouffée est pathologique. Ça ne vous apporte rien. Et c'est dangereux pour votre santé immédiatement. Bon, c'est dommage. D'ailleurs, si on regarde dans le DSM, on s'aperçoit que 11 critères ont été répertoriés pour diagnostiquer une addiction. Donc parmi celles-ci, on va retrouver notamment la perte de contrôle, le fait de continuer tout en ayant conscience que c'est mauvais ou dangereux. On va retrouver aussi le craving, qui représente en fait une envie irrépressible de consommer cette substance ou d'avoir ce comportement addictif. On retrouvera des symptômes de sevrage associés à un mal-être physique et ou psychologique. Et on retrouvera aussi un phénomène de tolérance qui fait que l'addict en fait va augmenter ses doses pour essayer de retrouver l'effet recherché, la récompense. Et en parlant de récompense, en revenant à ce fameux système de récompense qu'on a vu tout à l'heure, ce qui se passe chez les personnes qui ont une addiction, c'est qu'il va y avoir une libération beaucoup plus importante de dopamine qui va mener à une compulsion, à un comportement compulsif. Le cerveau va être habitué à plus de stimulation et il va donc diminuer la capacité du centre de récompense à être stimulé. En gros, l'afflux de dopamine va entraîner des modifications au niveau du système de récompense. Le cerveau va essayer de compenser cette surstimulation et là, les problèmes vont commencer. Déjà, pour inhiber cette surstimulation, le cerveau va produire un autre neurotransmetteur qui va faire qu'on aura moins de plaisir avec la substance consommée, ce qui fait que la recherche du plaisir, de la récompense sera difficilement comblée. Et en fait, les consommations vont augmenter puisque la récompense ne sera jamais ou rarement suffisante puisque le cerveau a déjà diminué le plaisir. On se retrouve donc avec des désirs trop grands et des récompenses trop peu nombreuses. C'est comme si on courait éternellement après quelque chose d'inatteignable. Ça donne pas envie. Et on comprend là que ce n'est pas un choix, il y a un réel changement neurobiologique qui explique ce comportement addictif et ce malgré toute la volonté du monde. Et en fait, c'est le même principe avec toutes les addictions. À la différence que par exemple avec de la cocaïne ou de l'héroïne, la libération de dopamine va automatiquement être démultipliée à la première consommation. Là où avec d'autres comportements ou d'autres substances, il va falloir en consommer de manière plus fréquente et plus abondante. Mais ça ne s'arrête pas à la substance puisqu'on se rend compte que le système de récompense est impliqué de la même manière dans les addictions purement comportementales, c'est-à-dire par exemple l'addiction aux jeux d'argent, aux jeux de hasard, aux jeux vidéo, qui n'ont pas du tout de substance pour le coup. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des addictions, ça c'est mon avis, mais des addictions aux substances qui ne sont pas non plus sans addiction comportementale. Par exemple, quelqu'un qui fume a l'addiction à la nicotine, mais a aussi très certainement, bien souvent, l'addiction au geste d'amener sa cigarette à la bouche. Et en fait, on se rend compte que ça va même au-delà du système de récompense, avec notamment le phénomène d'automatisation qui à la base est là pour nous faire gagner du temps, pour nous permettre d'être plus efficaces en effectuant des tâches sans réfléchir, un peu comme un robot.
Donc il y a aussi cette notion d'habitude qui semble être assez puissante chez la personne addicte et qui a de réelles conséquences négatives avec la perte de contrôle. Et on se rend compte que plusieurs zones de notre cerveau sont impliquées dans l'addiction, comme par exemple la mémoire, la motivation, donc en référence plutôt à l'envie de consommer, le contrôle cognitif et le système d'apprentissage. Donc tout ce qu'on vient de voir là, c'est pour les addictions de manière générale. Alors, qu'en est-il de l'addiction alimentaire ? En faisant des IRM avant et après consommation, les chercheurs s'aperçoivent que l'activation neurobiologique est assez similaire au fonctionnement qu'on retrouve dans les autres addictions, c'est-à-dire activation du système de récompense et diminution de la capacité à contrôler. D'ailleurs, si on reprend les 11 critères du DSM qu'on a vu tout à l'heure, il est tout à fait possible de s'y retrouver au niveau de l'alimentation. Envie irrépressible de manger, perte de contrôle face à la nourriture, persistance de ces comportements alimentaires bien qu'ayant conscience que c'est mauvais pour notre santé et que ça fait grossir, augmentation des apports jusqu'à être dans un véritable excès de consommation alimentaire, avec un plaisir qui diminue au fur et à mesure que l'on consomme, d'où l'expression que j'aime beaucoup, trop de plaisir tue le plaisir. Des symptômes de sevrage qui sont réellement présents chez les personnes qui arrêtent par exemple de consommer du sucre, où on retrouve beaucoup de migraines, de vertiges, de grosses fatigues, d'irritabilité et tout ça vraiment en conséquence de l'arrêt d'une substance alimentaire. C'est d'ailleurs ces critères qui ont été repris dans le YAL Food Addiction Scale que je vous mets aussi en barre d'infos. Et bien évidemment, dans cette addiction alimentaire, on y retrouve aussi des conséquences néfastes, voire dangereuses, vraiment très très négatives pour la personne. Par exemple, l'obésité, le diabète, et encore, il y en a pas mal d'autres. Et c'est un problème qui a des conséquences physiques sur, par exemple, si vous buvez trop d'alcool, le foie, par exemple, hein, si vous fumez trop de tabac ou de cannabis, les poumons, mais ces drogues ont aussi des conséquences psychologiques, d'accord ? Et donc, elles vont aussi favoriser l'émergence de troubles psychiatriques. Notamment, par exemple, le cannabis va créer effectivement un risque de schizophrénie qui va être nettement augmenté. Le fait d'être en surpoids ou d'avoir une addiction alimentaire va créer des troubles du comportement alimentaire ou va créer une dépression parce qu'on va être en surpoids, etc. etc. Parce que indépendamment de l'aspect physique qu'on a et qui peut nous plaire ou ne pas nous plaire, parce que ça, à la limite, c'est une histoire de goût, on sait que le fait d'être en surpoids, notamment d'avoir beaucoup de graisse intra-abdominale, ce n'est pas bon pour la santé mentale, par exemple. Enfin, pour relier cette fameuse dopamine à l'addiction alimentaire, il peut être intéressant d'aller voir du côté de récentes études qui ont été faites à ce sujet-là chez les personnes qui sont en situation d'obésité, où ces expériences ont révélé un déficit de production de dopamine ainsi qu'une altération au niveau des récepteurs dopaminergiques chez les personnes obèses. Et à ce moment-là, les chercheurs concluent que l'inactivité serait la conséquence et non la cause de l'obésité. Puisque la dopamine joue un rôle essentiel dans la motivation, dans l'anticipation et donc dans l'action. Alors bien entendu, tout ça reste hypothétique, mais ça laisse quand même entendre que le manque de dopamine pourrait être à l'origine de compulsions alimentaires, voire plus largement de l'obésité. Ce qui nous amène donc à la troisième partie de cette vidéo, les causes de l'addiction alimentaire. Alors sur un plan purement mécanique, il s'agirait donc d'une consommation excessive et fréquente qui provoquerait des modifications au niveau de notre cerveau et donc qui aboutirait à la dépendance alimentaire au-delà des besoins de notre corps. Mais il faut s'intéresser aux causes de la cause parce qu'on ne rentre pas dans une consommation excessive du jour au lendemain sans déclencheur particulier. On ne se met pas à consommer de la cocaïne ou de l'héroïne comme ça en sachant très bien que c'est dangereux pour nous sans raison particulière. Nous ne sommes pas tous égaux face au risque de dépendance. Et d'addiction, hein, que ce soit encore une fois au sucre ou à n'importe quoi. On a des facteurs biologiques qui jouent une part non négligeable dans cette augmentation du risque. C'est-à-dire que si vous donnez une cigarette à 1000 personnes, il n'y a pas 1000 personnes qui vont réagir de la même manière et qui vont tomber dans la dépendance à la cigarette. C'est pareil pour le mélange sucre-gras, d'accord ? Chocolat, si vous préférez, d'accord ? Donc, si vous voulez, on n'est pas tous égaux face au risque d'addiction pour des raisons biologiques, mais aussi pour des raisons environnementales, historiques. C'est-à-dire que, évidemment, si on est dans une famille
a été très grandement valorisé, survalorisé de manière pathologique, j'insiste, de manière pathologique, pas normalement, la consommation de drogue, quelle qu'elle soit. Encore une fois, ça peut être du gras, du sucre, du tabac, de l'alcool ou je ne sais quoi. Eh bien, on est un peu plus à risque aussi de tomber dans une dépendance. Donc, si vous voulez, c'est un mélange de facteurs bio, psycho et sociaux, biologiques qui sont souvent très génétiques, psychologiques qui sont en fonction de votre état à un instant T. C'est-à-dire que si on vous propose une ligne de coke, en fonction de comment s'est passée votre journée, vous n'avez pas tout à fait le même risque d'accepter. Si vous avez passé une très sale journée, etc., eh ben, peut-être que vous allez être plus à risque de dire bah, allez, j'y vais, ce qui serait évidemment une erreur. Donc, biologique, psychologique, ce qu'on a vécu dans l'enfance, qu'on vit encore aujourd'hui, son fonctionnement psychologique, etc., mais aussi social, et social, encore une fois, on l'a dit, hein, en fonction de son milieu social, son histoire familiale, eh bien, on est plus ou moins au risque. Donc, c'est toujours ce truc en psychiatrie qui est un mélange entre le biologique, le psychique et le social. Il y aurait donc de nombreuses causes possibles au final, en passant du trouble psychologique par le système de récompense déjà à la base sensible, l'influence sociale, l'influence de la société aussi. Certains vont même jusqu'à parler d'une société addictogène avec cette nourriture qu'on trouve en abondance absolument partout et de manière non adaptée à nos besoins. Par exemple, on trouve du sucre dans de la soupe de légumes alors qu'à la base, elle n'a rien à faire là. Ce qui au final peut-être pourrait nous rendre accros à notre insu. On en arrive donc à la dernière partie de cette vidéo. Quelles sont les solutions envisageables pour pour sortir de cette addiction alimentaire qui est une réelle pathologie, rappelons-le. Est-ce qu'il y a une formule magique? Est-ce qu'il existe des solutions pour s'en sortir? Alors déjà, je ne pense pas, en tout cas pas à ma connaissance, qu'à ce jour il existe une recette miracle pour guérir d'une addiction. Sinon je pense que tout le monde le saurait. Mais je vais quand même essayer de vous donner quelques pistes à prendre vraiment avec des pincettes parce que c'est un petit peu des informations que j'ai piochées à droite à gauche qui ne sont pas forcément prouvées. Alors on va écouter un petit peu ce que le docteur va nous dire, mais là-dessus il a quand même pas voulu trop s'élargir parce que il faut partir du principe en fait qu'on est tous différents. Déjà les causes comme on l'a vu peuvent être nombreuses, les conséquences aussi peuvent être nombreuses. Donc on ne va pas traiter une addiction de la même façon forcément chez un individu et chez un autre. Et ce qui va marcher chez une personne ne va pas forcément non plus marcher chez une autre personne. On le comprend d'autant plus quand on voit qu'il faut d'abord traiter la cause qui est souvent psychologique. Globalement, l'écrasante majorité des gens qui souffrent d'une authentique addiction, c'est des gens qui n'allaient pas bien. Parce que quand on va bien, il n'y a aucune raison de prendre de l'héroïne, de la cocaïne ou d'avoir des excès en sucre, en gras, en chocolat. Est-ce que pour tomber dans une drogue, il faut avoir un trouble psychiatrique? La réponse simple, c'est non. Et la réponse un peu moins simple, c'est quand même oui, très souvent. Et dans ce cas-là, l'idéal reste quand même d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. Mais alors du coup, on peut se demander aussi, est-ce que traiter la cause va être suffisant pour traiter l'addiction alimentaire? Donc j'ai posé la question au docteur et on va écouter sa réponse. Si, comment dirais-je, vous avez une addiction au sucre ou au gras et vous avez pris vraiment beaucoup de poids, eh ben, pareil, le traitement psychiatrique seul aura du mal, enfin, c'est peut-être la moins pire peut-être la moins pire des situations, mais vous allez beaucoup plus facilement perdre du poids, c'est vrai, mais il y a des habitudes qui sont très dures à arrêter. Et puis, il y a des processus de résistance à partir d'un certain poids, d'un certain volume de gras, de quantité de gras qui sont des volumes de résistance, des mécanismes biologiques de résistance à la perte de poids qui sont compliqués aussi à mettre en place. Enfin bref. Donc là, pareil, il va falloir avoir un coach, un nutritionniste, voilà, être accompagné médicalement, etc., spécifiquement pour la perte de poids. Par exemple, si les personnes désirent perdre du poids, ils en font ce qu'ils veulent. Mais il faut aussi quand même rappeler que même si on fait ce qu'on veut et qu'on peut très bien s'aimer physiquement avec un poids très important et qu'on peut même préférer être comme ça ou préférer les gens comme ça n'est pas neutre sur le plan de la santé. Ça, il faut quand même le rappeler, les gens font ce qu'ils veulent. Mais il ne faut pas non plus complètement banaliser. On a une banalisation du surpoids avec un discours qui vise à culpabiliser les gens qui souhaitent avertir
que la prise de poids, non pas c'est beau, pas beau, on s'en fout, mais c'est parfois vraiment mauvais pour la santé. Et je lui ai aussi posé une question en faisant plutôt référence à nos mauvaises habitudes récalcitrantes et en référence à ce système d'automatisation. Est-ce que nous, on peut faire face au conditionnement qui a été fait, aux habitudes prises, à cette notion d'automatisation? Est-ce qu'on peut la contrer? Est-ce qu'on peut se déconditionner? Oui, bien sûr. Mais ça, c'est valable pour tout. Et ça, il n'y a pas besoin de l'addiction pour ça. Moi, je prends souvent l'exemple dans le TDAH, dans le trouble du déficit attentionnel, slash hyperactivité chez l'enfant ou chez l'adulte. J'explique souvent, parce que les parents ils me disent, ou les adultes ils me disent, en combien de temps ça marche le traitement? Je dis en 30 minutes. Ils disent, ah, c'est aussi rapide que ça? Ah oui, c'est aussi rapide que ça. Mais attendez, calmez-vous. Parce que c'est 30 minutes pour le mécanisme biologique. Ce n'est pas 30 minutes, c'est pas en 30 minutes que ça répare 5 ans d'habitude de ne pas bosser. D'accord? Donc, vous voyez, il faut bien faire la différence. C'est-à-dire que même si le processus biologique est réparé en 30 minutes, entre guillemets, pendant quelques heures sous traitement, par exemple, et bien, finalement, les habitudes que vous avez prises, des mauvaises habitudes de ne pas bosser, par exemple, pour les élèves, les petits, c'est pas comme ça que ça va revenir immédiatement. Ils ne vont pas commencer à bosser 5 heures par jour. D'accord? C'est pas comme ça que ça marche. Par contre, le fait de pouvoir le faire va permettre de changer ces habitudes petit à petit. Et là, effectivement, vous allez enfin pouvoir prendre de bonnes habitudes que vous ne pouviez pas prendre avant. Par rapport à l'existence d'un traitement médicamenteux ou de voir possiblement émerger un traitement, alors je me suis un petit peu renseignée. Il existerait peut-être, mais vraiment à vérifier, un médicament appelé baclofène qui serait prescrit aussi dans le but de réguler un petit peu ces compulsions alimentaires. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est beaucoup prescrit? Je ne peux pas vous répondre, donc le mieux c'est quand même de vous renseigner avec votre médecin. Et on m'a aussi beaucoup parlé de la cure de Crohn, que je ne connais pas, que je n'ai jamais testée, mais à partir de différents témoignages que j'ai reçus sur ma page Instagram, il y a beaucoup de personnes qui disent que ça fonctionne, donc ça ne coûte rien de se renseigner. Pour ma part, je n'ai pas vraiment d'informations à vous donner là-dessus, je vous donne juste le nom. Le Chrome, C-H-R-O-M-E, voilà, donc je vous laisse aller vous renseigner. Alors personnellement, je sais pas pour vous, mais moi quand on me parle d'addiction, la première chose qui me vient en tête, c'est le sevrage. Sauf que dans l'addiction alimentaire, ça paraît quand même assez surréaliste de se sevrer de la nourriture alors qu'on en a besoin, hein, c'est vital, on en a besoin tous les jours pour vivre. Et en plus, dans une société où la nourriture est quand même très riche en sucre et en graisse et de manière abondante, hein, en libre accès partout. L'association sucre-gras, clairement, c'est une association qu'il faut éviter au maximum si on est à risque de tomber dans une dépendance. Comment dirais-je, en l'occurrence la nourriture, mais une dépendance en général. Alors faut-il se sevrer pour guérir de ces addictions alimentaires? On entend beaucoup parler de détox au sucre, hein, ça circule un petit peu partout. Je vais vous dire ce que moi j'en pense, j'ai pas la science infuse, je vais vous parler en fonction de ma propre analyse des choses et de ma propre expérience aussi. Je pense que un sevrage brutal et complet du sucre, ça peut quand même être déjà hyper difficile, c'est hard, on va pas se mentir, et ça peut engendrer quand même une certaine frustration de s'interdire justement de manger du sucre. Et par contre, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que la frustration, la privation, ça amène aussi à des compulsions alimentaires. C'est un peu le principe des régimes. On se prive, on se restreint et au bout d'un moment, on finit par craquer sur beaucoup plus que ce qu'on a besoin pour un peu compenser le manque qu'on a créé précédemment. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'assez risqué d'aller se sevrer brutalement, sachant qu'on risque forcément un jour ou l'autre de se laisser tenter par quelque chose. Dans un contexte particulier, un anniversaire, une fête. Enfin voilà, le sucre fait quand même largement partie de notre société pour le coup et donc de notre vie sociale. Donc moi je pense que le sevrage est nécessaire mais peut aussi se faire de manière assez progressive et douce. Non pas en s'interdisant justement d'en manger, mais en limitant sa consommation, puisqu'en ayant justement cette conscience que arriver à une certaine limite, et je pense que cette limite elle est vraiment variable selon les personnes, hein, encore une fois on est tous différents,
Mais je pense que c'est quand même important de faire les choses progressivement et de pas se frustrer complètement en se laissant quand même des petits plaisirs, mais en jouant sur un équilibre et sur une consommation pour le coup raisonnable. Et ça aura, je pense aussi, un effet de sevrage puisque la consommation change quand même quand on passe de... Et bien d'une addiction alimentaire sévère où on consomme énormément chaque jour à une consommation qui se rapproche plus de ses besoins de son corps. C'est quand même un sevrage, sauf qu'il est plus progressif et plus doux. Donc moi j'envisagerais plus les choses comme ça quant au sevrage, même si ça demande quand même un minimum de connaître son corps et de connaître ses limites. Mais un sevrage seul me paraît quand même assez insuffisant pour traiter une addiction alimentaire. J'ai récemment reçu un mail d'une de mes abonnées suite à mon dernier vlog qui est psychiatre, addictologue et qui a perdu 87 kilos, oui, rien que ça, seule, sans chirurgie. Et du coup, elle m'a un peu parlé de son parcours. Alors, elle souhaite préserver l'anonymat, elle ne souhaite pas être dérangée. Donc, je ne vais pas... dévoiler son identité, vous comprenez bien, mais je pense que ça peut être tout bénef pour vous de lire un petit peu ce qu'elle m'a partagé de son parcours, et je la remercie vraiment du fond du cœur d'avoir pris le temps de partager son expérience avec moi, parce que je pense que ça peut aider pas mal de monde. Donc on va lire justement son mail ensemble. Donc bonjour Hello, je me permets de t'écrire un petit mail suite à ton dernier vlog. Je regarde tes vidéos depuis le début, je pense, ou presque, et ton parcours m'encourage dans ma perte de poids comme tant d'autres. J'ai bientôt 36 ans, je fais 1m55, je suis partie de 156 kg en novembre 2019 et je fais actuellement 69 kg. Donc il y a une perte, j'ai calculé, de 87 kg. Donc je suis dans la fin de mon parcours, comme tu le vois, voilà. Donc elle parle de son parcours, elle a perdu seule. Elle regarde beaucoup YouTube, elle trouve que c'est une source de motivation. Elle fait du sport, elle a un rythme quotidien assez intense. Mais elle précise aussi que le sport est loin de tout faire dans la perte de poids, c'est vraiment juste un boost. Donc voilà, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est important quand même. Ce sont des choses très importantes dans une perte de poids, puisque des personnes qui souffrent d'addiction alimentaire, bien souvent souffrent d'obésité. Donc elle dit qu'elle a arrêté le sucre totalement pendant 1 an et que maintenant qu'elle maîtrise mieux le sujet, elle se réautorise des petits plaisirs mais quand même assez ponctuels, occasionnels. Donc dans le cadre de sa profession, elle accompagne des personnes qui ont des problèmes d'addiction tous les jours, donc elle sait de quoi elle parle. Donc elle est aussi en faveur de cette théorie de l'addiction alimentaire, même si à ce jour elle n'est pas encore prouvée. Donc elle explique pourquoi, par rapport en référence aux symptômes qui sont quand même très proches des addictions aux substances, que comme on l'a dit tout à l'heure, la zone cérébrale activée est la même, donc le circuit de récompense, et que c'est une maladie chronique de laquelle on ne guérit jamais totalement. Et donc pour en arriver au sujet qui nous intéresse dans cette partie de la vidéo par rapport à la prise en charge, aux solutions qui existent, donc elle parle d'une prise en charge qui comporte plusieurs axes, donc un axe motivationnel où on renforce la motivation intrinsèque. Alors la motivation intrinsèque, c'est vraiment le fait que la motivation vienne de nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas motivé par une récompense, on ne le fait pas pour faire plaisir aux autres ou pour gagner quelque chose, c'est vraiment, on le fait pour nous, vraiment, c'est la motivation qu'on a au fond de nous. Ensuite, donc il y a des stratégies de lutte contre le craving, donc les envies, on en parlait tout à l'heure. Ce qui là encore une fois est très personnel puisqu'on est tous différents. Donc chacun doit trouver ce qui marche pour lui. Mais elle précise aussi que quand on a des envies, celles-ci passent spontanément, qu'elles soient assouvies ou non. C'est-à-dire que si on résiste, eh bien on ne va pas rester toute la journée en mode je l'ai pas eu, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. On pense à autre chose et l'envie passe, voilà. Donc elle conseille notamment la méditation, la cohérence cardiaque, avec des applications qui existent sur les téléphones, des jeux aussi sur le téléphone, oui, des jeux vidéo, le sport bien évidemment, prendre une douche, sortir le chien, regarder une série, boire un verre d'eau, appeler une personne ressource. Pour certaines personnes, c'est même prendre un médicament.
Donc on voit bien qu'il s'agit là de détourner l'attention pour justement repousser l'envie à plus tard et au final cette envie disparaît. Voilà. Mais encore une fois, les méthodes sont propres à chacun et ce qui marche chez l'un ne marchera pas forcément chez l'autre. C'est à vous vraiment de trouver ce qui fonctionne chez vous. Et elle insiste aussi sur le fait que l'aide de quelqu'un d'extérieur est très importante, surtout quand on perd du poids parce qu'on n'arrive pas à tout voir. Il y a énormément de choses qu'il faut prendre en compte. Donc au niveau que ce soit du rééquilibrage alimentaire, de l'activité physique, de l'environnement, des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies qui peuvent être associées, que ce soit en cause ou en conséquence de l'addiction, des complications. Donc là en référence aux maladies qui découlent donc en conséquence de l'obésité et vraiment ça peut aller très très loin. Donc c'est important aussi de se faire suivre. Et elle parle des centres d'addictologie qui commencent à prendre en charge. Et d'ailleurs, en parlant de cette prise en charge, du coup, il y a une question qui est assez légitime, comme c'est surtout dans le cadre d'une perte de poids, avec une addiction alimentaire qui n'est pas encore prouvée scientifiquement. Vers qui est-ce qu'on se retourne? Voilà, parce que des professionnels, il y en a partout. Enfin, est-ce qu'on voit un psychiatre? Est-ce qu'on voit un nutritionniste, un diététicien, un coach en perte de poids? C'est assez vague, donc j'ai posé la question du coup. Vers quel spécialiste est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui ont une addiction alimentaire de se diriger? Alors moi, j'ai toujours l'habitude de conseiller d'aller voir son médecin traitant en premier, parce que je pense que vraiment, le médecin traitant, il est sous-utilisé. En France, on a une manière d'aller voir le médecin traitant qui n'est pas encore optimale, ça progresse, mais qui n'est pas encore optimale. C'est-à-dire qu'en gros, on va le voir quand il y a un problème et quand il y a une urgence. Je pense qu'il ne faut pas faire ça. Il faut faire ça, mais il faut en plus utiliser le médecin traitant comme ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment un médecin qui est extrêmement… je ne suis pas médecin traitant, je suis psychiatre, donc je ne fais pas de la pub pour les médecins traitants. C'est de la pub, mais ce n'est pas d'intérêt personnel. Voilà. En gros, il faut vraiment prévoir une consultation rien que pour ça. Vous programmez avec votre généraliste dans 15 jours, dans 3 semaines, une, 2 ou 3 consultations rien que pour ça. Toutes les semaines, vous discutez de ce problème-là et lui, il va voir un petit peu s'il y a besoin de ceci ou de cela. Je ne sais pas, moi, ça peut être un problème métabolique, ça peut être, je sais pas, moi, ça peut être une apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est un gros pourvoyeur de prise de poids, c'est un gros pourvoyeur d'anxiété, etc. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut d'abord aller voir avec un médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème vraiment médical, ou ça peut être un problème psychologique, psychiatrique, une dépression qui fait prendre beaucoup de poids, ou un de vos traitements qui vous fait prendre du poids, ou… il y a plein de choses qu'il faut aller voir d'abord avec son médecin traitant parce que lui, il va vraiment vous envoyer voir 1, 2, 3 spécialistes ou aucun en fonction de la situation. Voilà. Donc moi, vraiment, en priorité, je vous demande d'aller voir votre médecin traitant. Si vous ne voulez pas, vous n'avez pas envie, je ne sais pas quoi, là, c'est plus délicat. Il faut, je pense, voir au moins un endocrinologue. Il faut donc quelqu'un qui s'occupe des hormones, etc. Il faut, à mon avis, quand même voir un psychiatre pour avoir une évaluation, parce que ça joue aussi quand même pas mal là-dedans. Peut-être il faut voir aussi un ORL pour voir s'il n'y a pas d'apnée du sommeil. Donc ça, c'est vraiment sur le plan purement médical, on va dire. Et puis ensuite, évidemment, je pense qu'il faut se faire encadrer par un nutritionniste. Parce que voilà, ces gens qui sont diplômés, alors il y a des gens qui ne sont pas diplômés qui sont extrêmement compétents, on peut en trouver sur Internet, qui expliquent parfaitement bien la biologie de la prise de poids, de machin, de trucs. Si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder, il y a des choses super et très bien faites sur le plan scientifique. Mais bon, en France, si vous pouvez avoir quelqu'un de diplômé, c'est toujours mieux, quoi. C'est toujours préférable. Donc je vous dirais aussi d'aller voir éventuellement un nutritionniste. Il y a des consultations spécialisées aussi dans les hôpitaux, je vous invite à aller les voir aussi, consultations obésité par exemple. Il y a des consultations aussi, si vous n'êtes pas en obésité mais que vous avez des troubles du comportement alimentaire, il faut vraiment aller voir un psychiatre. Il y a aussi des consultations spécialisées dans les troubles du comportement alimentaire, parce qu'on peut très bien ne pas du tout avoir d'obésité et avoir un trouble du comportement alimentaire et avoir une addiction aussi à la nourriture. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de vous orienter vers ce type de professionnels, encore une fois, des médecins, psychiatres, addictologues, ORL, endocrinologues, nutritionnistes. Voilà. Orientez-vous, moi je pense plus vers les professions médicales. En plus, le grand avantage, c'est que ces professions médicales elles sont remboursées, donc c'est quand même pas mal. Et puis ensuite, éventuellement, encore une fois, pourquoi pas, si il y a quelqu'un qui vous coach et qui est compétent dans le domaine, ça peut être une très bonne chose. Et tout ce qui est aussi motivationnel, voilà, je sais pas, il y a des vidéos sur YouTube pour vous motiver, pour vous donner envie d'avancer. Si ces vidéos sont bien faites, qu'elles ne sont pas culpabilisantes, qu'elles vous donnent la pêche et qu'elles vous donnent voilà, tant mieux, c'est très bien. Il faut être pragmatique en fait.
Alors je lui ai aussi demandé ce qu'il pensait de l'hypnose puisque c'est une question qui est venue dans le sondage que j'avais proposé en story sur Instagram pour vous proposer de poser vos propres questions. Donc on va écouter ce qu'il a à dire à ce sujet. Alors moi, j'ai rien contre l'hypnose. Je pense, alors ça fait partie des éléments pour lesquels le niveau de preuve est faible, voire très faible, parce que méthodologiquement, d'abord, c'est compliqué de montrer une efficacité. Moi, je suis pas du tout, moi, je fais pas partie de ces scientistes qu'on peut trouver sur les différents réseaux ou les différents plateaux qui vous disent que sous prétexte que le niveau de preuve est faible ou très faible, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que les gens font ce qu'ils veulent. Du moment qu'il n'y a pas de danger et que c'est fait, entre guillemets, dans les règles de l'art et que ça ne vous coûte pas une fortune, eh ben, pourquoi pas essayer. J'ai rien contre. A priori, simplement, il faut que les gens soient informés que le niveau de preuve est faible, que voilà, la science n'est pas convaincue par cette approche, mais il n'y a pas que la science dans la vie. Hein. Il n'y a pas que la science dans la vie. Vous savez, parfois, il y a des gens qui changent du tout au tout avec une idée. Une idée. Une idée peut changer votre vie. Une idée. Là, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas une technique. C'est un truc que vous avez lu une fois dans votre vie ou vous avez entendu. Il y a un mec qui vous a dit un truc, même vous l'avez entendu dans la rue, et cette idée, elle vous trotte dans la tête, elle vous transforme. Ça existe. Enfin, c'est fréquent. Ça s'appelle la vie. Voilà, je ne sais pas, moi, il y a des gens, ils deviennent véganes. Ils changent totalement leur alimentation, leur mode de vie, leur machin, parce qu'il y a une idée qu'ils ont entendue un jour et ils vont aller la creuser, ils vont l'approfondir, ils vont changer toute leur vie, même peut-être leur job et tout. Ils vont quitter leur compagnon ou compagne qui n'est pas végane. Ils vont totalement changer leur vie. Moi, je ne dis pas ça parce que je ne suis pas végane, hein, c'est pas mais il y a comme ça des choses qui changent la vie. Donc, moi, je ne fais pas partie des scientistes. Je trouve que c'est un enfantillage de tout résumer à la science et au niveau de preuve. Si ça vous fait du bien et si ça change votre vie, bravo, c'est parfait, il faut le faire. Une autre piste à laquelle j'ai pensé, donc en lien avec la dopamine, ce serait le déplacement d'une addiction vers une autre addiction, puisqu'on remarque assez généralement qu'une personne qui se sauve, qui guérit d'une addiction, par exemple l'alcoolisme ou le tabac, eh bien ça arrive assez régulièrement que ces personnes-là aient tendance à se retourner vers une autre addiction, pas toujours, je vous rassure, mais en partant de ce constat et des recherches sur la dopamine, je me suis dit que eh bien on pouvait peut-être remplacer cette addiction alimentaire qui est néfaste par une autre addiction qui serait du coup plus saine. Donc j'ai demandé au docteur ce qu'il en pensait et on écoute ça parce que c'est très intéressant. Est-ce que c'est légitime de penser que pour sortir d'une addiction, on peut se retourner justement vers quelque chose qui a ce caractère addictif, mais qui est plus sain, comme par exemple le sport, comme vous en parlez? Oui, si on a la chance d'avoir plaisir à le faire, oui. Donc on peut remplacer par exemple une addiction alimentaire par une addiction au sport. Si on a la chance d'avoir une jouissance à faire du sport, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous exactement le même plaisir, la même envie. Puis entre nous, tant qu'à avoir un système de récompense assez fort, autant l'utiliser à bon escient, en se performant par exemple dans une activité qui nous passionne, plutôt que de se renfermer dans des addictions destructrices. Je voudrais aussi m'arrêter sur une phrase que j'ai lue dans un article qui fait le lien entre la dopamine et l'obésité, que vous trouverez aussi en lien dans la barre d'infos, que je trouve vraiment porteuse d'espoir. Le nombre de récepteurs à la dopamine modifie notre comportement, mais notre comportement modifie le nombre de récepteurs à la dopamine. Le nombre de récepteurs à la dopamine modifie notre comportement, mais notre comportement modifie le nombre de récepteurs. Je trouve que cette phrase est vraiment pleine d'espoir. Pour finir, il y a une autre piste sur laquelle je me suis pas trop attardée, mais ça va venir. Selon laquelle, donc en partant du principe que les addictions sont liées à un déficit de la production de dopamine et que la production de dopamine en fait a lieu beaucoup plus dans l'intestin que dans le cerveau, il faudrait du coup en ce sens se retourner vers un nettoyage intestinal, voilà, mais je ne suis pas du tout renseignée sur le sujet, donc encore une fois je vous invite à faire vos propres recherches et à aller aussi vers une piste qui vous semble vous convenir plus à vous. On a quand même exploré pas mal de pistes pour essayer de s'en sortir un peu quand on souffre d'addiction alimentaire. Mais encore une fois, ce ne sont juste que des idées, des petites recherches qui sont là dans le but de vous aiguiller et de
de vous permettre d'aller peut-être plus à un endroit qu'à un autre selon aussi comment vous sentez les choses. C'est très important aussi, je pense, de ne pas faire les choses dans la contrainte, mais avec quand même une certaine envie. Et je pense que de toute façon, c'est la base, hein, d'avoir envie de s'en sortir et d'avoir conscience de ses addictions, sans non plus se proclamer addict. Voilà, comme on l'a dit, c'est une pathologie. Donc, dire je suis addict à ceci, je suis addict à cela, bon, je pense que ça mérite quand même réflexion, puisque l'addiction, c'est quand même quelque chose d'assez problématique, quoi. Donc j'espère que vous trouverez en tout cas quelque chose qui fonctionnera sur vous. Attention tout de même au risque de rechute qui est très important puisque le corps n'oublie jamais, même après des années de sevrage. Et par exemple pour moi, hein, vous parlez un tout petit peu de moi, même si je parle beaucoup plus de moi dans mes vlogs pour le coup qui retracent mon quotidien si ça vous intéresse. Mais voilà, pour vous parler un petit peu de moi, une rechute chez moi, ça se traduit par un coca pendant 3 jours pour arriver rapidement à la bouteille entière de 2 litres de coca, plus un paquet de gâteaux, plus une grosse assiette, soit une assiette de pâte au fromage bien grosse, ou un McDo, voilà. Donc, et voire plus, hein, parce que là je parle de ma rechute, mais avant de me lancer dans ma perte de poids et de me sevrer finalement, mes consommations étaient bien au-delà de ce que je vous raconte maintenant et ouais, c'était impressionnant. La vidéo touche à sa fin, mais avant que vous partiez, 2 petites choses quand même. La première, vous retrouverez sous la vidéo, hein, dans la barre d'infos, toutes les sources, les liens qui ramènent vers les sources qui m'ont poussé moi à construire cette vidéo, donc en lien avec toutes mes recherches autour de mon addiction alimentaire, en espérant que ça puisse aussi vous aider et vous motiver à faire vos propres recherches. Et deuxième chose, eh bien je tiens à remercier donc tout d'abord le docteur Alex Agnan pour avoir contribué à l'élaboration de cette vidéo et avoir répondu à toutes mes questions. Et je tiens aussi à remercier toute ma communauté pour m'avoir aiguillée dans mes recherches et donc avoir largement contribué à l'élaboration de cette vidéo. Ensemble, on est plus fort. The future is now.